Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau dialogue littéraire du mois de janvier. Avant de commencer cette émission, je tenais à vous souhaiter à tous une très belle année. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans les ateliers du Bois d'Amour. Y exposent 3 céramistes, Elsa Alaise, Julie Louaec et Océane Madeleine. Ces 3 artistes proposent un ensemble poétique composé d'œuvres d'art mais aussi d'objets utilitaires. Au cours de cette émission, nous retrouverons Delphine à la librairie qui nous présentera 3 de ses coups de cœur de la rentrée littéraire du mois de janvier. Mais auparavant, nous allons nous entretenir avec 2 auteurs que nous avons eu l'honneur de recevoir à la librairie, Timothée de Fombelle et Anne Berest. Anne et Claire Berest sont sœurs. Elles sont toutes les 2 écrivains. Elles ont uni leurs talents pour écrire un roman intitulé Gabrielle. Gabrielle Buffet-Picabia, c'est le nom de leur arrière-grand-mère. Celle-ci eut une place importante dans le milieu de l'art au début du siècle dernier. Elle influença notamment Francis Picabia, qui fut son mari, mais aussi Marcel Duchamp et Guillaume Apollinaire. C'est donc le portrait d'une femme hors du commun que nous livrent les sœurs Berest. Retrouvons tout de suite Anne Berest au micro de Laurence. Anne Berest, bonjour. Bonjour. Alors, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui à Dialogue à l'occasion de la parution aux éditions Stock de Gabrielle, un roman passionnant et lumineux écrit à 4 mains avec votre sœur Claire Berest et dans lequel vous faites revivre votre arrière-grand-mère, Gabrielle Buffet, qui fut la femme du peintre Francis Picabia, la maîtresse de Marcel Duchamp, l'amie intime de Guillaume Apollinaire et qui a guidé tous les artistes qui l'entouraient, ses précurseurs donc de l'art abstrait, en théorisant sur leur art et en brisant les carcans. C'est donc une vie intense et romanesque que vous nous contez dans ce roman, mais une vie dont vous n'aviez pas idée étant enfant, car dans votre famille, on ne prononçait jamais le nom de votre arrière-grand-mère. Alors, comment ce livre, ce Gabrielle, s'est-il alors imposé ? Grâce à un autre livre. C'est en lisant une biographie de Marcel Duchamp, tout à fait par hasard, que je vois le nom de Gabrielle. Et comme en lisant ce livre, je me rends compte que c'est une femme incroyable, qu'elle a une histoire d'amour avec Marcel Duchamp alors qu'elle est mariée avec Francis Picabia, qu'elle a une influence très forte sur les 2 hommes. Et à ce moment-là, j'appelle ma sœur, Claire. Et comme ça faisait longtemps qu'on avait envie d'écrire ensemble, je l'appelle et je lui dis tiens, je crois que j'ai trouvé notre sujet. Alors, votre roman, il s'étend de 1908 à 1919 et en nous racontant la vie de Gabrielle, c'est toute une époque que vous saisissez, une époque où l'art est en pleine réinvention. Alors, quelle recherche historique, artistique et peut-être familiale avez-vous dû mener pour écrire ce roman ? Évidemment, on a commencé par éplucher toute la bibliographie et tous les livres qui avaient été écrits en français et en anglais sur Picabia, sur Marcel Duchamp, sur Guillaume Apollinaire, puisqu'elle est la meilleure amie de Guillaume Apollinaire. Et là, en lisant ces livres-là, on se rend compte qu'elle apparaît partout. Ensuite, on rencontre les historiens français et les historiens américains. Ensuite, on a accès aux archives publiques, avec un accès privilégié parce qu'on est de la famille. Et puis, on avait eu accès aux archives familiales. Alors, donc, dans ce livre, vous redonnez voix et vie à Gabrielle, une femme hors norme, à la vie foisonnante, qui a beaucoup influencé donc, son mari, Francis Picabia, dans son œuvre. Alors, tout au long de leur vie commune, Francis Cray et Gabrielle accompagnent, et leur lien très particulier et extrêmement fort. Comment est-ce que vous le décririez, ce lien qui les unit ? C'est deux flammes jumelles. Elle voulait être compositrice de musique. Pendant 10 ans, elle fait des études seule. Elle ne veut pas de mari, elle ne veut pas d'enfant, elle veut être libre. Et quand même, elle va renoncer à tout ça du jour au lendemain. Et lui, idem, il avait une vie de bohème, une vie d'artiste, il avait beaucoup de maîtresses, etc. Et d'un coup, en rencontrant cette femme, il change aussi son rapport à l'autre. Et quand ils se rencontrent, ils deviennent, à eux 2, ils créent un personnage créateur où il y a d'un côté le cerveau, et le cerveau c'est Gabrielle, et de l'autre il y a la main, et la main qui peint, et c'est Francis. Alors tout au long des 11 ans que dure votre roman, on ne peut qu'être impressionné par la modernité de Gabrielle. Elle est clairement en avance sur son temps, parfois même elle semble en avance sur notre temps. Alors est-ce qu'on peut dire qu'elle était une femme d'une liberté absolue, qui parvenait à se libérer de tous les carcans ? Oui, elle est très libre. Elle est d'abord libre dans sa tête, puisqu'elle invente un nouvel art, une nouvelle façon de voir les choses. Donc pour ça, il faut réussir à s'abstraire de ce que l'époque
compose. Ensuite, elle est libre dans ses mouvements, elle passe son temps à voyager. Elle va même faire un voyage en avion alors qu'on est au balbutiement de l'aviation. Voilà, c'est un personnage qui considère que rien ne lui appartient, qu'elle n'appartient à personne. Et je crois que c'est en ça que réside sa liberté. Nous avons eu également le plaisir de recevoir Timothée de Fontbelle. L'auteur, connu pour ses ouvrages destinés à la jeunesse, nous propose dans Neverland un voyage au pays de l'enfance. Dans ce texte, tout en poésie, il revient sur le territoire sacré de l'enfance et sur le passage à l'âge adulte. Nous le retrouvons tout de suite en compagnie de Laurence. Timothée de Fontbelle, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Alors nous avons le plaisir de vous y accueillir aujourd'hui à l'occasion de la parution de Neverland aux éditions de l'Iconoclaste, votre premier texte pour les adultes. Alors il s'agit d'un texte au fort pouvoir évocateur qui nous convie à un voyage au pays de l'enfance, celle qui existe en chacun de nous. Alors avant tout, est-ce que vous pourriez nous raconter la naissance de ce livre et ce qui pour vous a été à son origine ? L'origine, c'est de courir vers la source de toutes mes histoires, c'est l'enfance. C'est peut-être le moment où justement je prends conscience de cette pile atomique qu'est l'enfance, qui nous fait vivre même adultes. Et c'est pourtant à une véritable quête initiatique que vous vous êtes livré. Vous mettez en scène dans le livre sur votre cheval, armé de vos carnets et crayons, à la recherche justement de l'enfant qui est en vous et de ce territoire de l'enfance, de ce pays de l'enfance. Comment concrètement est-ce que vous avez mené cette quête au moment de l'écriture ? Je l'ai faite physiquement et je l'ai senti passer physiquement. J'ai senti, je parle à plusieurs moments de forme de douleur, moi qui écris plutôt dans la joie, dans le plaisir. Là, malgré tout, il y avait cette quête initiatique et j'avais besoin de me mettre en chemin, peut-être pour me donner une contenance, de même que le cheval que je monte, c'est un cheval de pacotille, c'est le cheval de Don Quichotte, c'est le cheval d'un combat. Puis à un moment d'ailleurs, il m'échappe, il disparaît parce que j'ai besoin d'être à main nue et de marcher avec mes jambes dans cette quête-là. Mais c'est vraiment une quête physique et une quête sincère. Cette aventure, elle vous mène vers des souvenirs d'enfance, elle vous mène aussi vers ce qu'est l'enfance. Vous essayez de la capturer dans tout ce qui la constitue et de manière universelle. Finalement, dans ce livre, tout le monde peut se retrouver à un moment ou à un autre. Et vous montrer ce côté universel de l'enfance. Est-ce que c'est aussi un manifeste, ce texte, pour ne pas oublier l'enfant qui est en nous dans notre vie et peut-être dans notre société pour penser plus à cet enfant? Oui, c'est venu petit à petit parce qu'il y avait une réaction à l'absence de l'enfance dans notre monde, l'absence de l'enfance autrement que comme cible commerciale, ou sa présence dans les adultes qu'on est et dans ce qu'elle peut apporter à la société. C'est vrai qu'il y avait ce manque-là. Je suis parti de ce manque d'enfance. Mais je ne pensais pas qu'il y aurait presque... Vous avez dit manifeste, c'est pas quasiment un manuel de l'enfance. J'aurais pu, plutôt que de l'appeler Neverland, ce livre, l'appeler manuel ou atlas de l'enfance. Je constate que c'est un appel aux enfants que nous sommes. Vous parliez de la difficulté de cette quête tout à l'heure. Est-ce que c'est une quête qui, lorsqu'elle s'achève, est apaisante ? Alors, ce qui est apaisant, c'est l'objet. Alors, c'est l'objet du livre quand on referme la couverture et que ça tient dedans et qu'on a capturé quelque chose, ça se termine par un face-à-face avec l'enfant. Je ne veux pas trop en dire, mais quand même, je ne voulais pas dire « Ah, mais en fait, l'enfance, elle est en nous, ça ne sert à rien de la chercher à l'extérieur, etc. » La bonne leçon qui est la pirouette que j'aurais pu faire, je pense pas, j'essaie de ne pas écrire des livres simplement pour vider mon sac, comme on pourrait croire quelquefois que c'est ce que font les auteurs. J'essaie d'écrire des livres qui sont adressés à des lecteurs, mais celui-là, il a été un baume pour moi. Et je constate, parce qu'il est maintenant entre pas mal de mains, de semaine en semaine, et je constate qu'il trace ce chemin-là aussi chez d'autres personnes qui ont des vies très différentes de moi. Et ça me bouleverse vraiment.
Nous voici à la librairie où nous retrouvons Delphine qui va nous présenter 3 de ses coups de cœur de la rentrée littéraire du mois de janvier. Bonjour Delphine. Bonjour Élise. Alors tu vas commencer par nous présenter Là-bas, août est un mois d'automne. Oui, c'est un premier roman de Bruno Pellegrino aux éditions Zoé. Et Là-bas, août est un mois d'automne s'inspire librement de la vie du poète Gustave Roux. Ce qu'il retient surtout, c'est Madeleine, la sœur de Gustave. Madeleine et Gustave ont vécu sous le même toit dans la maison de Carouge, dans cette maison familiale jusqu'à leur mort. On dirait 2 vieux sages en fait d'une autre époque. La maison est perdue dans la campagne, assez isolée. Et c'est une campagne qui, en un demi-siècle, va complètement changer, ce que relate Gustave Roux, notamment dans ses carnets. Et grâce à la modernité de son style, il nous fait rentrer dans l'univers de ces 2 personnages hautement romanesques. Merci beaucoup pour ce conseil. Et ensuite, je crois que tu vas continuer avec un roman de Gaël Josse. Oui, Une longue impatience de Gaël Josse, aux éditions Noir sur Blanc, dans la collection Notabilia. J'avais beaucoup aimé son précédent livre en 2014, Le gardien d'Ellis Island. C'est pourquoi je suis assez attentive à chaque sortie de Gaël Josse. Nous sommes dans les années 50, dans un village de la côte bretonne. Anne a eu une première union avec un marin qui a disparu en mer, avec qui elle avait eu un fils, Louis. Donc 2 ans après son veuvage, Anne va épouser le pharmacien du village. Des altercations se produisent entre le beau-père et Louis, jusqu'à un point de non-retour, puisque Louis, un soir, ne rentre pas. Anne est désespérée, elle parviendra à comprendre qu'il a été embauché sur un bateau. Gaël Josse nous propose vraiment le portrait d'une mère qui tient debout coûte que coûte contre vents et marées. C'est très très beau. Merci beaucoup. Et enfin, pour terminer, tu vas nous présenter un premier roman. Alors, c'est un premier roman de Constance Debré, qui s'appelle Playboy, édité chez Stock. Elle fait partie de la famille Debré, de ces serviteurs de l'État, des médecins stars, sauf qu'elle est la fille du vilain petit canard de cette famille, puisque son père est François Debré, journaliste et junkie. C'est un roman totalement autobiographique. Elle nous explique qu'à 4 ans, elle était homosexuelle et que quand on est enfant, on sait exactement ce que l'on veut devenir, ce que l'on veut être, et puis qu'on oublie. C'est un livre sur la sexualité féminine, c'est un roman choc. C'est comme ça que je l'ai perçu, mais c'est une lecture totalement addictive. Je n'ai pas pu quitter ce livre. Merci beaucoup Delphine pour ces 3 conseils de lecture qu'on a absolument hâte de découvrir. Merci Élise. Merci à tous de nous avoir suivis tout au long de l'émission. Je serai ravie de vous retrouver le mois prochain. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures.